Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour ce documentaire qui s'intitule Le siècle de Verdun. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Parveris, qui est l'auteur de ce documentaire, d'être parmi nous. Et il est déjà à sa 4e journée avec nous. Vous êtes là depuis lundi matin, je crois. Il a eu la chance de vivre un typhon à Hong Kong, n'est-ce pas? Et ce soir, il est là à la fois pour commenter et son documentaire et puis répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Monsieur Parveris. Je vous en prie, je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil, pour l'accueil de tout le personnel du lycée, qui s'est montré en termes d'organisation, en termes d'accueil redoutable et chaleureux. Et je dois dire que les moments que j'ai passés avec les élèves du lycée étaient absolument délicieux. Moi j'avais accepté de venir ici parce que un jour quand j'avais 15 ans, il y a quelqu'un qui m'a passé la passion du documentaire et je me dis par respect pour les gens qui m'ont passé cette passion quand j'étais gamin, je peux faire le même travail. Essayer de transmettre ma passion. Si dans une classe il y en a deux que ça intéresse, ça sera toujours tout de gagner. Même si à terme ils feront un travail de clochard de luxe, parce que c'est pas un travail facile tous les jours, mais c'est un travail passionnant. Et pour rien au monde j'en changerai. Voilà, donc vous aurez peut-être parmi vos enfants des clochards de luxe qui font des documentaires, mais rassurez-vous, c'est un métier qui est tellement agréable que ça vaut la peine de le faire. Pour le reste. Donc ce film qui s'appelle Le siècle de Verdun a été commandé en 2006. Un producteur qui est venu me voir et qui m'a dit « Est-ce que tu as envie de faire quelque chose autour de la bataille de Verdun ?» Vous savez qu'en France, on est pris dans un syndrome parfaitement particulier, qui est spécifiquement français, qui est celui de la commémoration. Donc, tous les 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, on se souvient qu'il y a une bataille qui a existé, on se souvient qu'il y a un coup d'État qui a existé, donc on est obligé de commémorer. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons. En France, c'est comme ça. Généralement, d'ailleurs, en France, on célèbre beaucoup plus les défaites que les victoires. Justement, Verdun n'est ni une défaite ni une victoire. Donc, quand on m'a proposé de faire ce documentaire, j'ai dit oui, pourquoi pas. Très honnêtement, à l'époque, on me l'a proposé, je savais pas où j'allais. Je savais surtout ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire que je voulais pas raconter une énième fois la bataille de Verdun, le début, la fin, le milieu, parce que ça m'intéressait pas beaucoup. Et je suis parti d'une interrogation, pas complètement personnelle, mais en partie personnelle. Je dis, mais pourquoi cette bataille qui aujourd'hui a 90 ans a mobilisé autant d'énergie? Pourquoi Mitterrand et Kohl ont eu besoin de se réconcilier à Verdun? Quelle a été, ou quelle est encore aujourd'hui, la pérennité de cette bataille, son héritage? Pourquoi l'image ou la mémoire de Verdun a traversé le siècle? Alors, il y avait déjà eu un travail considérable qui a été fait par un ami qui s'appelle Antoine Pro, qui est un des plus grands historiens français, qui avait écrit un article sur Verdun dans les lieux de mémoire, qui est une collection dirigée par Pierre Nora, et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur la mémoire de Verdun, mais je ne vais pas y travailler comme Antoine y a travaillé, je vais essayer d'y travailler de façon plus globale, en essayant de comprendre comment cette bataille est devenue une patate chaude que on s'est transmis de génération en génération. Elle a servi aux pacifistes, elle a servi aux nazis, elle a servi, vous allez découvrir ça dans le film. Et du coup, ce film n'est pas vraiment un film qui raconte la bataille de Verdun, même si je la raconte au départ. C'est plutôt une réflexion sur l'histoire et sur la manière dont se construit une mémoire. Il y a une phrase d'un philosophe français que j'adore qui s'appelle Pascal, qui dit que toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte, ça veut dire que par définition, l'histoire est nécessairement suspecte. Elle est d'abord récit, et quand on est dans un récit, on est dans une interprétation. Donc j'ai voulu travailler sur les récits de Verdun, sur la manière dont la mémoire du siècle s'est emparée de cet objet qui s'appelle Verdun, qui a fait des centaines de milliers de morts de part et d'autre, et qui reste aujourd'hui une espèce d'objet symbolique fort, dont tout le monde veut s'emparer de manière différente. Peut-être que, parce que c'est des gens dont on n'a jamais parlé, dans 5 ans, dans 10 ans, les coulis chinois qui étaient sur les routes à Verdun et qui travaillaient dans les tranchées, ou les chauffeurs de camions qui étaient sur la voie sacrée vietnamiens, diront « mais nous on n'a pas parlé de nous, donc on veut qu'on parle de nous ».
qu'on parle de notre rôle qui était important pendant la bataille de Verdun, comme les Maghrébins et comme les Africains en ont parlé. Je dirais que d'une certaine manière, vous allez le découvrir dans le film, la mémoire ne s'use que si on s'en sert. Et on s'en sert pas toujours pour de bonnes raisons, mais on s'en sert de toute manière. Deux dernières remarques, parce qu'après j'aurai pas le temps d'y revenir. Vous allez voir que dans ce film, j'ai utilisé des outils un peu particuliers au cinéma, c'est que il y a énormément de plans qui sont faits soit à la grue, donc avec une grue, qui est un outil un peu compliqué, soit avec des travelling, c'est-à-dire une caméra qui est mise sur des rails. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand vous vous retrouvez à Verdun et que vous êtes face à l'ossuaire de Verdun, si vous mettez la caméra à hauteur d'œil, en fait, vous voyez rien. Vous êtes totalement noyé par une masse d'eau croix et vous n'avez pas la possibilité de prendre du recul par rapport à ce site qui est absolument magnifique. Et je me suis dit que puisque j'étais en train de raconter une histoire, et je l'ai fait aussi bien à Verdun que dans les cimetières, il fallait que j'arrive à articuler ce que j'appelle, en me moquant de moi, le regard de Dieu. Donc le regard de Dieu, c'est ce que je peux filmer aujourd'hui sur Verdun, c'est-à-dire les plans en hauteur, les plans qui permettent de voir Verdun du point de vue de Dieu, et le regard des hommes qui sont les archives. Et donc j'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner une dynamique au film. Voilà, c'est juste un détail technique, mais il est important parce que ça a permis de donner un souffle au film que on n'aurait pas pu avoir si j'avais travaillé avec une caméra sur pied en plan fixe, parce que dans ce cas, on aurait eu des plans fixes sur Verdun et des plans fixes sur les intervenants. Dernier point, les historiens, vous allez voir intervenir, font sans doute partie des plus grands historiens français et allemands. Antoine Pro est sans doute l'un de nos plus grands historiens actuellement. À l'époque, je ne le savais pas. Et puis on n'a pas fait ça ensemble pour ça. Actuellement, il préside la commission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un monsieur éminemment respectable qui a le droit de dire si un projet est intéressant ou pas. D'ailleurs, il y a à peu près un an, il m'a dit: Patrick, t'as envie qu'on fasse un film? Je dis: ça me fait chier, j'en ai déjà fait un. J'ai dit: toi, t'as envie? Il me dit: moi, ça me fait chier, j'en ai déjà fait un. Donc il y en a d'autres qui diront un autre. Gerd Rueck est un extraordinaire historien allemand. Quant à la Boris, c'est un des très très grands spécialistes. Avec Jean-Pierre Azéman de l'histoire de la collaboration. Et vous comprendrez pourquoi j'ai fait appel à lui, parce que Verdun n'a pas signifié à continuer dans l'histoire de France, y compris à travers la prise de pouvoir de Philippe Pétain. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente projection et à tout bientôt. Bonsoir, Fabien Massé, je suis professeur d'histoire-géographie. Comme M. Barberis l'a dit, il n'a pas fait un film sur la bataille de Verdun, son film s'appelle Le siècle de Verdun, et donc il balaye une période assez longue, qui va de 1916, la bataille, jusque dans les années 80. Et il est nécessaire d'avoir à l'esprit un certain nombre de dates, un certain nombre de faits pour bien coller toutes les séquences du film à la bonne période historique. Il ne parle pas à proprement parler donc de la bataille, où il en parle peu. Alors, pour resituer un petit peu dans le contexte, la bataille commence en février 1916, Verdun se trouve à plus de 200 km à l'est de Paris, on n'est pas très loin de la frontière belge et luxembourgeoise. En février 1916, Verdun est un secteur relativement calme du front, et c'est à cet endroit-là que les Allemands décident d'essayer d'enfoncer le front français. Ça fait 1 an et demi à peu près que les soldats se battent dans les tranchées, les états-majors essayent depuis 1 an et demi d'en sortir, et l'Allemagne va essayer de taper un grand coup à Verdun, pour ensuite reprendre l'offensive et aller jusqu'à Paris. La victoire à Verdun ouvrirait la route de Paris. Donc il va y avoir une concentration considérable d'hommes et surtout de matériel, en particulier d'artillerie, puisque alors c'est des milliers de canons, c'est plus d'1 million d'hommes, aussi bien côté français que côté allemand, qui vont passer à Verdun, qui vont pas faire forcément toute la bataille, puisqu'il va y avoir une rotation assez importante, de façon à ne pas épuiser les troupes. Le bilan de la bataille 6 mois plus tard, c'est des gains territoriaux extrêmement faibles. Les lignes allemandes ont avancé de quelques kilomètres, 10 km maximum,
Les Français reprennent dans les derniers mois, les dernières semaines, quelques points symboliques comme le fort de Vaux et le fort de Douaumont, ce qui permet devant l'opinion publique à la France de présenter la bataille de Verdun comme une grande victoire. Bilan de la bataille, près de 300 000 morts et près de 500 000 blessés, mutilés. C'est à Verdun qu'un personnage va commencer à construire sa popularité, vous le verrez dans le film, c'est le général Philippe Pétain. Deuxième date importante à retenir, donc après l'armistice, le 11 novembre 1918, va venir en 1933 l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi. Adolf Hitler qui était caporal dans l'armée allemande et qui va faire toute la guerre et qui va faire la guerre dans les tranchées. Il est important de savoir donc que Hitler a été un soldat et que la guerre va beaucoup marquer alors son histoire personnelle bien évidemment et l'idéologie du parti nazi, à savoir que l'un des points du programme de Hitler, c'est de prendre sa revanche sur la France, sur la défaite de 14-18. 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, c'est la bataille de France. Cette fois, c'est la défaite des armées françaises. Et c'est là qu'on va voir revenir Philippe Pétain. Philippe Pétain, vous allez voir, qui va profiter de l'aura qu'il aura acquise à Verdun pour renverser la République et mettre en place un nouveau régime, un régime autoritaire. Après la Seconde Guerre mondiale, 1945, donc l'Allemagne est détruite. Là aussi, c'est un point important, dans la mesure où en Allemagne, la mémoire de la Première Guerre mondiale ne va pas être la même qu'en France. En Allemagne, on va avoir tendance un peu à faire passer la Première Guerre au deuxième plan, devant l'ampleur de la catastrophe qu'aura été la deuxième. Années 50, c'est les débuts de la construction européenne, et vous allez voir dans le film plusieurs images où on voit le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer qui vont aller dans des lieux symboliques de la Première Guerre, Reims, la cathédrale de Reims notamment, et ensuite dans les années 80, le président français Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl qui eux vont aller à Verdun. Donc c'est toute cette histoire qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre le documentaire de M. Barberis. Voilà, on finit. Qui sont complètement inédits, qu'on n'avait jamais vus. J'ai retrouvé à partir d'une enquête un peu compliquée, mais j'ai retrouvé, parce que j'avais posé les bonnes questions. Quand j'ai commencé à travailler sur le film, mon ami Gerd Krumek me disait mais il n'y a pas de trace de la mémoire allemande de Verdun. Et en travaillant dans la bibliothèque de Verdun, j'avais trouvé dans un journal qui datait de 1940 une photo qui représentait l'armée allemande défilant devant le monument de la victoire, et je me suis dit que s'il y avait une photo, il y avait peut-être un film. Et donc on a été chercher au Bundesarchiv, qui sont des archives allemandes. Ça a pris pas mal de temps, j'ai demandé à voir les films que tournait l'armée allemande pour les soldats qui étaient présents sur le front de l'Ouest. Et je suis tombé sur ce film de propagande qui met en scène la prise de Verdun avant même, et je souligne l'information, que ne soit signé l'armistice à Rotonde. Donc le message est clair. Avant même qu'on ait signé l'armistice à Rotonde, et d'ailleurs l'armistice qui est signé à Rotonde est signé à la demande d'Hitler dans le wagon dans lequel on avait signé l'armistice en 14-18. Voilà. Le deuxième document qui est totalement inédit et qui est un véritable coup de chance, alors il y a aussi des documents d'amateurs, c'est-à-dire qu'on a retrouvé grâce à une source allemande, des films d'amateurs tournés par les officiers allemands
quand ils allaient se promener à Verdun. Donc vous avez des petits films où les gosses se balader, qui ne sont pas du tout des films officiels, ce sont des films de famille. Et donc ils se mettaient en scène à Verdun, de même que j'ai retrouvé d'autres documents absolument terribles où ils faisaient se déshabiller des soldats africains en 40 pour montrer qu'on combattait avec des sauvages, qui était d'ailleurs un discours qu'ils avaient pendant la guerre 14-18. C'est le troisième document. Et le dernier document qui est assez exceptionnel et qui maintenant commence à être réutilisé par mes collègues, c'est le document de la manifestation de l'Oyonnax, la manifestation de Nagui. Là aussi, je savais en ayant lu que j'ai trouvé une photo. Et puis j'ai fait une enquête, ça a duré pas mal de temps. Ce genre de film, je mets en généralement 6 mois ou même un peu plus pour les faire. J'ai appelé la ville d'Oyonnax, j'ai dit mais écoutez, je comprends pas. Je suis tombé sur un truc sur internet où il y a 2 ou 3 images, je me dis il est où ce film? On m'a dit écoutez, on n'en sait rien, on sait une chose, c'est que le film a été filmé par le fils de Roland Petit, qui était scout, qui avait une caméra 8 mm. Son fils est mort pendant la guerre d'Indochine, mais j'ai mis les affaires de Roland Petit, où est-ce que c'est, tout ça, il y a un truc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qui est sa cantine. Une cantine, c'est la caisse de voyage pour un soldat, qu'on a déposé au musée des Compagnons de la Libération à Montparnasse, pour l'histoire. Et donc, on a appelé le musée des Compagnons de la Libération, et vous avez bien la cantine de Roland Petit, ils m'ont dit oui, on va bien. Je dis est-ce qu'il vous est arrivé de l'ouvrir? Non, elle est dans un coin, c'est pas quoi en fait. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de l'ouvrir? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez regarder s'il n'y a pas un film dedans? Bon. Et puis ils me disent, oui, il y a une enveloppe en papier craft. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'ouvrir l'enveloppe en papier craft? Et dans l'enveloppe en papier craft, il y avait un film en 8 mm où il y a ce document absolument extraordinaire. On voit le maquis prendre possession de la ville d'Oyonnax. Ce qui est absolument fascinant d'ailleurs, c'est que les 3/4 des habitants d'Oyonnax, ils regardaient, ils ne sont pas très très fiers de voir les gens prendre possession de la ville comme ça. Et c'est vrai, c'est pas une légende qu'on ait eu en vent de cet acte d'héroïsme qui consistait donc à reprendre, c'est un geste symbolique très fort, c'est-à-dire qu'on défie Pétain, on lui dit mais attendez, les héritiers de Verdun, c'est pas toi, les vieillards, c'est nous qui en défendons le sol. Il est vrai que, à l'annonce de cet événement qui était quand même assez gonflé, Churchill, qui se méfiait des maquis, a commencé par parachuter des armes aux maquis. Finalement, ce qu'on peut constater en voyant ce film, c'est que, c'est une phrase de Pascal que j'aime bien citer, c'est que toute histoire contemporaine, il n'y a pas d'histoire, toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte. C'est-à-dire qu'en réalité, toute histoire est nécessairement suspecte, et l'histoire, à partir du moment où elle devient un enjeu de mémoire, ça devient un récit que les gens arrangent alors voilà. Comme ils en ont envie, ou en fonction des enjeux qui les autorisent à parler d'un événement ou à instrumentaliser un événement. Vous l'avez vu à travers le film, Verdun a été utilisé à toutes les sauces. Une chose que j'ai pas pu montrer parce que on a des impératifs quand on fait un film. Je veux dire, le film c'est comme le métro, il doit faire 52 minutes ou il doit faire 90 minutes, et si on dépasse d'une minute, on se fait taper sur les doigts par le producteur parce que ça coûte cher et par la chaîne parce qu'il ne va pas dépasser les 52 minutes. Ce qui est assez fascinant, mais ça aurait supposé que je fasse une séquence assez longue de 2 ou 3 minutes pour expliquer les choses, c'est que il y a un basculement des lieux de mémoire à la Libération. Vous avez vu, ça je le montre dans une image, que les anciens combattants de 40 essayent de s'inscrire dans la mémoire de la Première Guerre mondiale en participant au défilé du 11 novembre, y compris les déportés. Ce que j'ai pas eu le temps de développer, et qui est quand même extrêmement intéressant au niveau de l'instrumentalisation de cette histoire, vous allez comprendre qu'entre De Gaulle et Pétain, c'était pas vraiment une grande histoire d'amour, alors que paradoxalement, De Gaulle était à l'état-major du général Pétain, et que le général Pétain était le parrain de sa fille. Le premier geste que va faire De Gaulle quand il arrive en France, c'est de refuser de participer au défilé du 11 novembre, et de construire un autre lieu de mémoire, qui est plutôt au Mont-Valérien, où il va rendre hommage aux anciens combattants de la Résistance en créant un nouvel ordre qui s'appelle l'Ordre des Compagnons de la Libération. Et c'est une manière de dire à Pétain et aux anciens combattants, on ne fait pas partie du même club.
sachant qu'au moment de la bataille de Verdun, on a délivré pour la première fois un certificat aux familles qui était mort pour la France. Donc, les compagnons de la libération attendaient mort pour la France. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est assez intéressant. Le même de Gaulle, d'ailleurs, qui, quand il va prendre le pouvoir en 58, va s'adresser aux anciens combattants, alors que la France doit faire des économies, leur dire qu'il va réduire leur pension. Voilà. Il les aimait pas trop. Il les mettait pas trop pour différentes raisons. D'autant qu'il a participé de manière extrêmement courageuse à la première guerre de 14 et qu'il avait des visions plutôt révolutionnaires en préconisant, avant que la guerre ne commence, l'utilisation des chars, et ça n'a pas été fait. Voilà, si vous avez des questions à poser, je vous répondrai bien évidemment, dans la mesure où je peux vous répondre. À vous de tirer. Je vous écoute. Vous laissez entendre dans votre document, qui est par ailleurs très bien fait, que les anciens combattants allemands issus de la guerre de 14 ont plutôt été favorables, en tout cas ont procédé à la montée du nazisme. Alors qu'il me semble quand même que la plupart des auteurs allemands qui ont écrit sur la Première Guerre mondiale ont plutôt été mis à l'encart par les partis nazis, des gens comme Luger, des gens comme Reinhardt, des gens comme Claude Salomon, et qu'il y a eu quand même une tendance aussi marquée chez les anciens combattants allemands de ne pas vouloir reproduire ce qu'ils avaient vécu par la guerre de 14. C'est vrai pour un certain nombre d'intellectuels allemands, c'est pas vrai pour la masse des anciens combattants allemands, qui ont une revanche à prendre. Et la revanche, elle est double, elle est à prendre contre les généraux qui sont accusés de fameux coup de poignard dans le dos. Et pour la masse des militants du Parti national-socialiste, il est évident qu'ils ont une revanche à prendre et qu'ils ont envie de reprendre une revanche sur la France, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que ce qu'on oublie, c'est, d'ailleurs les Américains ont très bien compris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est que contrairement à ce qu'on raconte, contrairement à ce qu'on imagine, la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, s'est pas arrêtée avec l'armistice du 11 novembre. Elle s'est poursuivie jusqu'à la signature du traité de Versailles, et elle s'est poursuivie bien après, avec les réparations qui étaient demandées à la France par l'Allemagne. Et l'Allemagne a été véritablement saignée à blanc par la France. L'Allemagne, qui avait subi un blocus absolument extraordinaire pendant 4 ans et qui était à bout de source, a vécu ça comme une humiliation. Et donc il y avait un vrai ressentiment chez les anciens combattants qui voulaient prendre leur revanche, mais qui avaient surtout le sentiment d'avoir été humiliés. Ce qui est paradoxal, parce que l'Allemagne n'a pas eu à subir pendant la Première Guerre mondiale des dommages de guerre. Le sol allemand n'a jamais été touché. Par contre, la population allemande a été touchée. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'écrivains allemands qui étaient plutôt pacifistes, mais c'est ce que dit Antoine Pro, ça procède de cette idée un peu idéaliste que les peuples peuvent faire pression. Mais c'est sur cette idée de revanche, et c'est sur cette idée que l'Allemagne avait été trahie par ses généraux, par les socialistes, j'ai pas le temps de m'expliquer dans le film, mais il y a aussi cette dimension qui est importante, c'est qu'à partir de 18, le Parti socialiste allemand fait un appel à la paix, demande à ce qu'on arrête la guerre. Donc les socialistes allemands et les communistes allemands. Petit incident qui se passe quand même entre 1916 et 1918, ça s'appelle la Révolution russe, où les soviétiques ont signé une paix séparée à Brest-Litov. Et l'Allemagne est quasiment au bord de la Révolution à ce moment-là. Donc oui, vous avez raison. Il y a des auteurs qui ont été mis en prison, ou pas en prison d'ailleurs, parce que Junger n'était pas particulièrement en délicatesse avec le Parti national-socialiste. Et puis, dans la grande majorité des anciens combattants, il y avait ce désir de revanche. De la même manière qu'on fait généralement une erreur s'agissant des anciens combattants français qu'on présente comme étant tous des partisans du colonel de la Roque, c'est faux. Dans leur immense majorité, les anciens combattants français étaient pacifistes. Et pas à droite. Et à l'époque, l'association d'anciens combattants la plus
importantes était l'ARAC, qui est l'association républicaine des anciens combattants, qui a été créée par Henri Barbusse. C'est tout dire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci de la réponse. Voilà. Une autre question? Madame. Ce qui entre une fausse sur la désagrégation des mémoires est présent et je me demandais en fait, pour revenir à la notion de mémoire qui est rare, qui est en fait l'idée que Dieu continue de nous hanter. Je me demandais si Verdun est aujourd'hui, c'est un espace qui continue de nous hanter ou si c'était un non-lieu de mémoire. Je crois que c'est une bonne question. Gerd Krumek répond à sa manière. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus à Verdun pour célébrer Verdun, les gens viennent à Verdun pour célébrer la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le tout a pris le pouvoir sur la partie. Alors, il y a eu des tentatives de faire de Verdun un lieu de mémoire, mais bon, c'était plutôt de l'escroquerie politique. On a créé un centre pour la paix, ça a permis de payer ceux qui travaillaient, mais ça n'a jamais servi à grand-chose. Et effectivement, comme le dit Antoine Pro, comme le dit Pierre Nora, que je connais bien, un lieu de mémoire n'existe que si on s'en sert. Je vais prendre un autre exemple, parce que c'est un exemple qui est parallèle, et d'un point de vue stratégique et d'un point de vue militaire, c'est à peu près la même histoire. Quand on décide de mener la bataille de Dien Bien Phu, c'est un peu sur le modèle de Verdun que le général français qui organise Dien Bien Phu décide de mener cette bataille. Il s'agit de créer un môle où on va amener l'armée vietnamienne pour la détruire. Donc de peau, c'est les Vietnamiens qui vont détruire. C'est plutôt pas mal. Est-ce que Dien Bien Phu est aujourd'hui un lieu de mémoire pour les Français? Non. Pourquoi c'est pas un lieu de mémoire pour les Français? Pour une raison très simple. C'est que si au début de la guerre d'Indochine, la guerre d'Indochine a été faite d'anciens résistants, de gens qui croyaient venir libérer l'empire des Japonais, à partir des années 50, ce sont des professionnels qui s'engagent. Enfin, des professionnels. Après la défaite de Kaohsiung, qui est peut-être beaucoup plus importante que la défaite de Dien Bien Phu, et auquel on ne pense jamais, et à propos duquel un jeune député a interpellé les gens à l'Assemblée nationale en commençant son discours par « César, qu'as-tu fait de tes légions ?» C'était Mendès France. On a affaire à des soldats professionnels. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan avec la disparition du service militaire, est-ce qu'Uzbin, où il y a eu 20 soldats français qui ont été tués en Afghanistan, va devenir un lieu de mémoire? Non. Dien Bien Phu n'est pas devenu un lieu de mémoire. J'ai eu la chance de faire un très très long entretien avec le général Bijard. Je ne l'ai jamais diffusé parce que ça s'était passé un peu service volé entre lui et moi. Quand on s'est renvoyé, il était vieux, il était fatigué. Comme des vieilles personnes fatiguées, il s'écroulait en larmes toutes les 5 minutes. Parce qu'il était sous le coup d'émotion. Et Bijard, au cours de cet entretien, m'a dit 3 choses. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, moi j'ai toujours été antimilitariste, et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand je suis rentré dans le maquis et que j'ai libéré Tulle avec les brigades internationales. Après, je suis allé là où la France me disait d'aller. Mais, ajoutait-il, si j'avais été vietnamien, car j'ai moi-même été résistant, j'aurais été vietnamien. Et enfin, il rajoutait, si je dois mourir, je n'ai qu'un seul vœu que j'aimerais voir réalisé. C'est que je voudrais que mes cendres soient parachutées au-dessus de la cuvette de Dien Bien Phu pour que je puisse reposer au milieu de mes camarades. Et je dis bien de tous mes camarades. Donc vietnamiens comme français. Qu'est-ce qui s'est passé quand Bijard est mort? Eh bien, le gouvernement vietnamien a refusé que les cendres de Bijard soient parachutées sur la cuvette de Dien Bien Phu. Ça aurait voulu dire quoi s'ils avaient accepté de le faire? C'est que d'un seul coup, Dien Bien Phu devenait un lieu de mémoire partagé. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette guerre d'Indochine devenait l'histoire d'une victimisation. C'était peut-être qu'on s'est gouré. Et ça devenait un dialogue entre des soldats qui se reconnaissaient les uns et les autres comme des hommes valeureux, et pas comme des ennemis, mais comme des adversaires. C'est quelque chose que j'ai vécu, je vais très très souvent au Vietnam. La première fois que j'y suis allé, c'est parce que j'avais une connerie qui s'appelait la ville de la Mésis. Or, les murs, je vais assez souvent au Vietnam, et je connais très bien un vieux monsieur qui a près de 100 ans maintenant, qui s'appelle le colonel Dang Van Viet. Alors c'est qui Dang Van Viet? Personne ne pense. Et ben, en fait, c'est le militaire qui a gagné la bataille des frontières. Donc c'est le militaire qui nous a foutu une tawa
à Cao Bong, qui a défait l'armée française pour la première fois. Il y a quand même 5 bataillons de l'armée française qui ont été détruits, et pas les moindres, notamment un bataillon de légionnaires et un bataillon. Et ce travail mémoriel, bizarrement, il existe aujourd'hui, mais il est fait de combattants. J'ai un vieux copain qui connaît bien la Grande Viette, qui s'appelle Jean Corneau, qui était, qui a pareil, un peu plus de 80 ans, qui était jeune lieutenant parachutiste au 1er régiment étranger parachutiste, donc c'est un régiment légionnaire. Il a fait 50 camps. 50 camps. Voilà, 4 ans de camp. Et qui se retourne au Vietnam, qui vit au Vietnam quasiment 6 mois dans l'année. Et qui va tous les ans sur la RC4 avec Dagmar Viette, qui parle français aussi bien que moi. C'était le fils du grand mandarin de la cour de Hué, et il parle un français absolument remarquable, comme Jacques parlait un magnifique français. Et ils vont tous les deux sur la RC4 se balader, essayer de rechercher des restes de soldats, construire une école. Ils se sont battus pour que les Français ne fassent pas un monument sur la RC4 en disant c'est une connerie de faire un monument, pour dire qu'ici sont morts des milliers de Français. Construisez plutôt une école, c'est plus intéressant. Mais ces initiatives, elles sont totalement personnelles. Je veux dire, il n'y a pas ce souffle auquel fait référence Antoine Brault quand il parle des communes qui se sont cotisées pour créer l'ossuaire de Verdun. De la même manière, alors à chacun sa Première Guerre mondiale. Pour les Canadiens, c'est la naissance d'une nation. Pour les Australiens, c'est le prix du sang et des larmes, c'est la bataille de Passchendaele, c'est aussi la naissance d'une nation. Le poids de la Première Guerre mondiale dans la mémoire australienne est considérable. On n'imagine pas à quel point il est considérable. Donc il y a un lieu de mémoire qui s'est construit là-bas, mais qui ne nous concerne pas nous, parce que c'est vrai. De même qu'au Canada, il y a un lieu de mémoire qui s'est construit autour de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont payé le prix du sang et des larmes, ils sont constitués en nation. Est-ce qu'il y a des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale? Alors l'autre effet aussi qui est quand même intéressant au niveau du travail mémoriel, c'est que l'armistice met fin à la guerre. Nous, on a des lieux de recueillement qui s'appellent Douaumont, qui s'appellent le cimetière où sont incinérés les sept soldats inconnus, non inconnus, et l'histoire du soldat inconnu. Les Allemands vont être privés de ce travail mémoriel. Ils n'ont pas de monument à la gloire des soldats qui sont morts à Verdun ou des soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et il faudra attendre donc la réoccupation de Verdun par les troupes allemandes en 40 pour qu'ils réorganisent le cimetière qui est de l'autre côté de la Meuse. Avec une histoire que je trouve très très belle. Vous avez vu dans le film, à un moment, je montre des anciens combattants, tiens, que je revienne sur un autre document aussi qui n'est pas du tout connu. Des anciens combattants israélites qui, au moment de la montée de l'antisémitisme en France, déposent une plaque. On est quand même en 33. On est en 33, c'est tout. Déposent une plaque à côté de l'ossuaire de Verdun pour rappeler la participation. À l'époque, on les appelait les Israélites de France, non pas des Juifs. Les Israélites de France à la Première Guerre mondiale. Il faut dire que l'affaire Dreyfus n'est pas si loin que ça. Et quand les Allemands occupent Verdun, de manière très pudique, alors qu'ils auraient pu détruire cette plaque, ils posent des plaques de bois dessus, et ils la cachent. De la même manière que dans leur cimetière, il y avait des tombes sur lesquelles il y avait des étoiles de David, et ils n'ont jamais touché à ces tombes, et ils resculptaient dans la pierre les tombes avec les étoiles de David. Vous voyez comme c'est compliqué, les jeux mémoriaux. Je veux dire, il y a des choses auxquelles on ne touche pas parce que c'est tabou. Il y a des choses qu'on va avancer parce que c'est important. Je pense que les Allemands étaient absolument ravis de réoccuper Verdun en 40, donc ils vont montrer, ils vont mis en scène, etc. Mais en même temps, c'est paradoxal, parce qu'il y a quelque chose de totalement absurde dans ces images des soldats allemands qui sont en Verdun en 40. C'est des abrutis. Pourquoi ils mettent une sentinelle dans le fort de Douaumont? C'est un tas de ruines. Quel est l'intérêt de mettre une sentinelle dans le fort de Douaumont? Si c'est de tenir, si c'est de marquer sa présence, sur quoi il veille, le mec? Il veille sur 4 bouts de pierre. C'est assez étonnant, non? Vous voyez, c'est compliqué la construction mémorielle. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, bon, on a passé un certain nombre d'années Autant il y a des anciens combattants qui ont fait la guerre d'Indochine qui, depuis que le Vietnam s'est ouvert, reviennent régulièrement. Parce qu'il y a, d'abord, il y a le Malco, comme on dit, et puis il y a d'autres choses. Moi, ça m'a frappé auprès de mes amis anciens combattants.
des copains qui étaient officiers parachutistes, qui ont fait la guerre d'Indochine, ils reviennent régulièrement en Indochine, ils ne reviendront jamais en Algérie. Alors que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu une embuscade qui a fait pris conscience aux Français qu'on était en guerre, elle a eu en 56, et qu'on appelle l'embuscade du Zlin, a fait prendre conscience aux Français qu'on était en guerre en Afghanistan. Il n'y a pas de lieu de mémoire de la guerre d'Algérie. Le seul lieu de mémoire qui est de la guerre d'Algérie, c'est un monument qui a été dressé par les Pieds Noirs à Fréjus, qui est un monument à la gloire de l'OS. Et là où c'est paradoxal, c'est que l'OS est né à Oran, qui était une ville majoritairement communiste, et qui a énormément de communistes et d'anciens combattants de brigades internationales qui sont passés du côté de l'OS. C'est compliqué l'histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est d'étudier, comme un géologue, des glissements de terrain. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce film sur Verdun, c'est ce que je fais dans les autres films généralement, parce que c'est un peu mon obsession de travailler sur l'histoire et sa représentation. Qu'il s'agisse de l'histoire militaire ou qu'il s'agisse de l'histoire politique. J'ai fait d'autres films qui sont plus proches de l'histoire politique. J'ai fait un film sur la politique étrangère de Mitterrand, un film sur la manière dont Mitterrand a joué avec la réunification allemande, mais là aussi il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, Mitterrand était obsédé par les frontières. Ce qui peut expliquer mon parti, qui était un peu maladroit sur le Rwanda, mais il était convaincu que si on laissait les anglo-saxons se nous déplacer sur les frontières, on serait foutu. Il n'avait pas complètement tort, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut être attentif aux histoires qu'on nous raconte quand on fait de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est d'y être vraiment attentif. Parce qu'il y a dans la manière dont on nous raconte ces histoires, y compris celle de la Première Guerre mondiale, plein de choses à tirer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Une autre question? Non, c'est génial, on va pouvoir aller se coucher alors. Encore des bistrots ouverts. C'est tout, c'est fini. Donc globalement, vous avez appris des choses. Si, il y a un autre document qui est absolument fabuleux que je voudrais souligner, qui est énorme, que j'ai trouvé par hasard à la Cinémathèque Pathé. C'est le discours de Bernard Lecache en 1933, quand il dit Hitler il est en train de mettre des juifs dans les camps. Et personne n'y fait attention à ce moment-là. Personne n'y fait attention. Et c'est un sujet des actualités de Pathé que j'ai retrouvé où il y avait marqué meeting des anciens combattants israélites. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont conscients de ce qui est en train de se passer en Allemagne. Le cache le dit, cache pour les points. Enfin, qui y fait attention? Personne. C'est énorme, quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Parce que dès 1933, la Mitra est en garde. Au moment où Hitler dit je veux pas la guerre et je la prépare. Donc, l'histoire réserve des trésors. Voilà. Bon, c'est une belle soirée en tout cas autour de votre documentaire, autour de Verdun et autour de vous aussi. On tient beaucoup à vous remercier et on a quelque chose pour vous. C'est pas trop sur la race, hein, ne vous inquiétez pas. Alors on est dans la mémoire, eh bien c'est de la mémoire autour de Hong Kong qu'on va vous offrir. Ah, super. Hong Kong, présence française, et puis vous avez le privilège d'avoir l'un des auteurs en face de vous, puisqu'il s'agit de M. Dremont qui est là, qui a coordonné la rédaction de cet ouvrage, et nous sommes ravis de vous l'offrir. Voilà. Ça me touche énormément, on en avait parlé tout à l'heure à dîner, pardon. Et vraiment, je vous en remercie, parce que j'ai fait ça avec passion. Et qui sait, peut-être que je vais faire un documentaire Hong Kong, mais ça fait ça. En tout cas, je suis heureux de vous en remercier. En tout cas, sachez que ça a été un grand plaisir de vous accueillir, un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette soirée. Et je sais bien. Merci beaucoup.